L'atmosphère à Ypres a toujours quelque chose de particulier. C'est sans doute dû en partie au charme de sa grand-place médiévale et de ses superbes halles aux draps, et aussi au chant régulier de son carillon. Quoi qu'il en soit, le départ approche et la tension monte. Une masse compacte de spectateurs, des milliers de spectateurs, se pressent le long du circuit pour saluer au passage les 154 participants. Nous retrouvons tous les favoris au départ de la première étape spéciale à Sint-Julian. Et avant tout, le pilote d'usine de chez Peugeot, Bruno Sabi, qui remplace ici Michel Mouton. Et voici l'Italien Fabrizio Tabaton, à qui l'on a confié une Lancia Delta S4 officielle, tandis que son compatriote Mauro Pelliasco conduit une Rallye 037, une voiture très rapide. Jean Ragnotti était l'année passée le grand vainqueur des 24 heures d'Ypres. Mais aujourd'hui, avec sa Renault 11 Turbo, il ne peut vraiment viser que la victoire dans le groupe A. Le premier Belge au départ est Robert Drookmans avec sa puissante Ford RS200 à 4 roues motrices. Le triple champion de Belgique, Patrick Sneyers, devra se battre durement pour pouvoir suivre ses opposants, tandis que pour Marc Duet, la MG Metro se révèle un partenaire rapide, certes, mais assez peu fiable. Guy Colsoul et Alain Lopez devront se limiter dans ces 24 heures à des rôles de figurants. Ils devront surtout essayer de terminer et de conserver leur place devant Andrew Wood. Les places d'honneur sont certainement à la portée de Philippe Touraine sur sa Renault Maxi Turbo et à la portée aussi des pilotes de Lancia, Mario Panotin et Francis Vincent, un habitué d'Ypres. Le Britannique Donaldson est le premier pilote vraiment privé et il peut entamer un duel serré avec le matador local Paul Liétard qui a bien de la peine à prendre le départ. Dès cette première épreuve de Sint-Julian, il est évident que la lutte sera acharnée. Et dès le début, il semble bien que Marc Duet sera le plus habile à ce petit jeu. Parmi les outsiders, on retrouve aussi le pilote d'usine polonais Janusz Serla, mais sa polonaise, c'est le nom de sa voiture, est certainement moins puissante que les meilleures voitures du groupe A, parmi lesquelles il ne faut pas oublier la Mercedes de Van der Masen et les Opel de Gabi Gudzeune et de Pierre Dumoulin. À Zielebeek, Marc Duet ne mesure pas ses efforts, quelles que soient les tentatives des autres pilotes, pour égaler ses prestations.
Et voici Bernard Dong, un danger certain pour Vital Budeau et Bernard Münster, nos leaders dans le groupe B. Encore un Belge, le jeune Pascal Gaban, qui ne fait vraiment pas mauvaise figure dans ce groupe de coureurs. Avec sa Porsche blanche, il est de toute évidence le plus rapide des coureurs du Junior Teams. Bruno Sabi s'adapte très rapidement à sa Peugeot allemande. Il doit cependant provisoirement subir la loi de Duet, comme bien d'autres d'ailleurs. Il y a comme toujours beaucoup de monde à l'épingle qui précède juste l'arrivée de Zillebeek et comme toujours, ce virage pose de sérieux problèmes aux coureurs, en particulier à ceux qui pilotent des voitures à 4 roues motrices. D'autres, comme Paul Liétard par exemple, trouvent là une place idéale pour offrir un peu de spectacle supplémentaire, tandis que Jean-Marc Ivens se fait involontairement remarquer suite à un déréglage de son train avant. Il y a peu de choses à faire contre la suprématie de Ragnotti dans le groupe A. Van der Mazen abandonne d'ailleurs, tandis que Vernier et Goodson essayent toujours. Gabon, qui court en catégorie junior, a visiblement moins d'ennuis que sa collègue Minna Silankorva, la finlandaise, ou que le suédois Walfridsson au volant de sa Volvo. À Hollebeek, Bruno Sabi perd sa légendaire bonne humeur lorsqu'il voit s'envoler le capot de son moteur. Voilà qui lui coûte 20 secondes. Les autres concurrents continuent à courir de façon spectaculaire et c'est pourtant Robert Droogmans qui inscrira son nom en tête de cette spéciale. Ce fut vraiment une bagarre au couteau. Bruno Sabi, Fabrizio Tabaton et encore une fois Marc Duet tournaient à Wedscat dans le même temps.
tandis que Patrick Sneyers démontrait à Oosthoek qu'il n'était pas encore hors jeu. C'est précisément dans cette épreuve que Marc Duet perdit plus de 3 minutes suite à une crevaison. Et en même temps, il devait laisser sa position de leader d'abord à Sneyers et plus tard à son challenger européen Fabrizio Tabaton. Les quelques tronçons de route en terre que l'on trouve encore sur le mont Kemmel secouent sérieusement des voitures par ailleurs déjà fort éprouvées. Pour quelques coureurs toutefois, c'est une très belle occasion de s'attirer les faveurs du public. Le vrai passionné de rallye sait que c'est sur les derniers mètres de cette épreuve qu'il trouvera le spectacle le plus fabuleux. C'est là que le professionnalisme de Duet s'est le mieux révélé. La grande nouvelle au départ de la spéciale de Nieuwkerk, c'était l'abandon du Français Bruno Sabi à l'arrivée du mont Kemmel. Pas de chance, il avait été embouti par la voiture d'un spectateur imprudent. Le premier favori de cette épreuve était hors course, mais il en restait encore bien assez pour prendre la succession. Mais tout change très vite, car c'est justement dans cette étape que notre Guy Colsoul sera contraint à l'abandon. Le sympathique laitier de Landen a dû sans cesse tenter de compenser le manque de puissance de son moteur par un engagement de tous les instants. Il allait d'ailleurs le payer cher. Colsoul, victime d'un accident, voilà un événement qui ne se voit pas tous les jours. Je crois qu'on a touché quelque chose dans le virage, à l'avant droite, un tronc d'arbre. Et la voiture se met de travers et on a piqué pouf, dans le trou. Et le trou était trop profond, trop large, et la vitesse était trop haute, trop rapide. Maintenant le train avant qui est plié et c'est fini. Ah, heureusement qu'il y avait beaucoup de spectateurs, beaucoup d'amis, beaucoup de supporters, qui aiment ça. Et on m'a sorti comme ça, une vingtaine, une cinquantaine. Ça, c'était vite fait. À la tombée de la nuit, Marc Duet était toujours le plus rapide, mais après les 10 épreuves du premier jour, il n'est toujours que 4e. Les places de tête étaient pour Tabaton et pour nos frères ennemis nationaux, Droogmans et Sneyers, qui ont fait tous les deux une course remarquable.
Samedi midi, toutes les équipes en profitent pour remplacer les pièces défaillantes et pour se livrer à des réglages subtils. Donaldson bénéficie d'une astuce que lui souffle Marc Duhay pour améliorer sa tenue de route. Et c'est le départ de l'épreuve du zoning, la terreur des pilotes, un martyre interminable pour les moteurs et pour les freins. À moins qu'on ait la malchance de Bosch qui crève un pneu ou de Sneyers qui fausse la barre de direction de sa Lancia. Quelques pilotes privés, comme Flory Rotart, profitent de l'occasion pour attirer l'attention du grand public, tandis que d'autres se livrent à des manœuvres audacieuses et offrent ainsi aux spectateurs des tableaux saisissants. Dans une épreuve en circuit comme celle-là, le public vit un spectacle continu pendant des heures. Chacun en prend sa part, les tout grands, mais aussi les amateurs rescapés des étapes précédentes. Dans le groupe A, la suprématie de Jean Ragnotti au volant de sa Renault d'usine est toujours indiscutable. Et ce fut toute une affaire pour Gabi Goodson pour rester au moins dans son sillage. Et plus loin dans le classement, la lutte reste serrée entre Regenster, Dumoulin, Tange et Walfridsson. À l'issue de l'épreuve du zoning, 106 rescapés s'apprêtent à parcourir encore 2 grandes boucles de 14 étapes spéciales. La course reste totalement ouverte. Le dernier mot n'était pas encore prononcé, loin de là. Le classement de la veille nous avait réservé quelques surprises agréables. La 8e place de Paul Lietard ou la 10e place de Marc Soulet au volant de sa Porsche. Le meilleur pilote privé belge était toujours le jeune Pascal Gaban.
À Zielebeek, Robert Droogmans perd l'usage de sa 5e vitesse. Il lui aura fallu juste un peu trop de temps pour remplacer la boîte défaillante et le voici obligé de prendre le départ derrière des concurrents beaucoup plus lents, ce qui lui coûtera régulièrement quelques secondes. Les concurrents étrangers de moindre renommée ne jouent pendant ce temps que des rôles de figurants. Ainsi, Delcourt, qui fait des efforts considérables pour essayer de s'accrocher aux 2 leaders du groupe N, Budo et Münster. Pour Marc Duet, la situation est grave, mais pas désespérée. Il fait des efforts considérables lui aussi pour refaire son retard de 2 minutes. Et à nouveau, c'est lui qui gagne les étapes les unes après les autres. Une belle figure d'école ou comment l'on apprend à négocier une épingle. Le spectacle est toujours garanti. Donaldson attaque très vite, mais pas vraiment de la manière la plus efficace. Quant à Robert Droogmans, il montre à tout le monde qu'il y a moyen de rouler vite sans spectacle inutile. Spectacle toutefois au cœur de la forêt du Mont Kemmel. Spectacle, mais problème sérieux pour tous les pilotes, sauf pour Marc Duet, dont le savoir-faire lui permettra de franchir l'obstacle malgré les 4 roues motrices de sa métro. Malgré une sortie de route malencontreuse, le jeune Gabon a étonné tout le monde. Il est toujours et largement le junior le plus rapide de toute l'équipe, loin devant Olivier Tang. À Dickebus aussi, on est assuré de recevoir sa dose de spectacle.
Arriver en pleine vitesse, freiner en catastrophe, voilà qui peut parfois conduire à des situations délicates. Jusqu'ici, Soulet avait fait une course sans problème. Le célèbre jump de Loker est très justement redouté de tous les pilotes. Quand on doit le franchir avec une voiture moderne, c'est toujours à la limite de la casse. Et quand en plus on est en fin de classement, on n'a pas d'autre choix que de le passer à toute allure. Encore un de ces rares tronçons oubliés de la goudronneuse qui font l'attrait du rallye d'Ypres. C'est là que les spécialistes essayent à tout prix de grignoter quelques secondes sur leurs concurrents. Marc Duhay en est un bon exemple, ainsi que le talentueux Suédois Walfridsson. À partir de l'étape de Westouter, Robert Droogmans et Ronnie Houston entament le forcing. Ils gagnent successivement quelques étapes et, seconde par seconde, leur retard s'amenuise. Fabrizio Tabaton se débat comme un beau diable et Patrick Sneyers ne ménage aucun effort pour garder le contact. À mi-course, tout reste encore possible. Flory Rotart et Christian Wouters sont encore bien placés pour viser une place d'honneur, et c'est à ce moment-là que leur essieu arrière se brise. Les voici rejetés aux dernières places du classement. Un peu plus tard, ce sera l'abandon. Pour le Français Christian Rigolet aussi, il aurait fallu que le rallye dure un peu moins de 24 heures. Rescapé d'un spectaculaire tonneau, il finira tout de même par casser son pont arrière. On ne se fait aucun cadeau, ni en tête du classement, ni pour les places d'honneur dans le groupe A et dans le groupe N. Dumoulin, Reginster, Walfridsson, Tange et Vernier, tous espèrent une place sur le podium aux côtés de Jean Ragnotti.
Sur les belles routes de Flandre, les vitesses sont si élevées, les écarts en tête du classement sont si minimes que la moindre faute de pilotage d'un des leaders pourrait bouleverser toute la hiérarchie de la course. La recherche d'une trajectoire idéale, comme ici à Fintel, est donc pour tous les coureurs un impératif absolu. Parmi les pilotes régionaux, il y avait bien sûr Paul Lietard, mais Frank Prim et Geert Balkan étaient aussi en pleine forme. Le premier devait l'emporter dans sa catégorie, tandis que l'Ascona se retrouvait à la 4e place de sa classe. Il a fallu attendre Reininge pour voir se dessiner le profil définitif de la course. Marc Duhet casse son pont arrière et doit laisser passer Philippe Touraine qui, d'émotion, en oublie de freiner. Gabon aussi finit par faire une erreur et se fait dépasser par un Lietard toujours aussi brillant et spectaculaire. À Merkem, c'est la dernière étape de la deuxième grande boucle. Il reste 13 étapes à courir. Tabbaton a exactement 1 minute d'avance sur Droogmans et plus de 3 minutes sur Sneyers et Duhet. Les autres se trouvent relégués bien loin dans le classement. Mais rien n'est encore joué. Pour Pierre Dumoulin, il suffit d'un dérapage non contrôlé. Mais pas de panique, on ouvre la clôture et la voiture continue son chemin. Pas de chance cependant pour Dumoulin, il devra abandonner au dernier tour. Nous revenons en tête du classement. Tabbaton devait sortir de la route dans la dernière boucle, ce qui permettait à Sneyers de prendre la deuxième place. Touraine termine avec une très belle 4e place. Gabon se retrouve 6e au classement général, ainsi que 1er au classement des juniors. Lietard sera 7e après un sans faute spectaculaire.
Dans le groupe A, Tang tire toute la couverture à lui et il termine deuxième devant Vernier et Walfridsson, mais derrière l'inatteignable maître Ragnotti. Bernard Münster termine vainqueur du groupe N devant Vital Budeau et le Français Dong après une course extrêmement rapide.